Et si, en cette rentrée, nous inaugurions une nouvelle rubrique touristique dans Bleu Up consacrée aux régions au cinéma. Et avant d'évoquer par exemple la Bretagne, les Alpes ou le Nord-Pas-de-Calais, parlons cette semaine, puisque le festival de Deauville bat actuellement son plein, de la Normandie. Car en Normandie, au cinéma, on s'y rend. En train, direction Le Havre, à bord de la Lison, avec Jean Gabin et Julien Carrette dans La Bête humaine. En péniche, direction Le Havre aussi, avec Jean Dasté à bord de l'Atalante dans l'Atalante. En voiture, via la 13, direction Honfleur pour Philippe Noiret et Nicole Garcia dans Le Quatrième Pouvoir. En sidecar, arrivé à Luc-sur-Mer pour Charlotte Gainsbourg et Simon Delabrosse dans La Petite Voleuse. Ou à pied, tout simplement, sur la plage de Cabourg pour Isabelle Huppert dans La Dentelière. Bref, des visites en Normandie dans les films En veux-tu, en voilà. De quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question, avec une précision d'emblée. Nous avons dû, vu le très vaste corpus, circonscrire le sujet en nous concentrant sur les côtes normandes, donc pas de Rouen, de Lyons-la-Forêt ou de Giverny, en tous les cas pour aujourd'hui, que cela soit dit. Donc, les côtes normandes, hauts lieux touristiques avec ses musts, comme à l'est, les falaises d'Étretat bien sûr, des falaises intimement liées à un célèbre personnage de fiction créé par Maurice Leblanc, Arsène Lupin, ici sous les traits de Romain Duris, dans le film éponyme de Jean-Paul Salomé, et qui fait d'Étretat son antre secrète, et des falaises d'Étretat que l'on retrouve également, tout naturellement, dans la première saison de la série Lupin, avec Omar Sy et ses collègues en pèlerinage. En fait, je me souviens plus. Comment est-ce qu'il finit, Lupin? On sait pas. Il s'est jamais fait choper. Bah, ça prouve que c'est une fiction, parce que dans la vraie vie, Lupin, il se fait choper direct, hein. À part ça, autre haut lieu touristique de la Normandie, et cette fois plus à l'ouest, le Mont Saint-Michel. Bon, promis, on en reparlera aussi pour notre sujet sur la Bretagne, car on le sait, la polémique est vive. Un Mont Saint-Michel filmé la plupart du temps de loin, au second plan, comme dans Il y a des jours et des lunes de Claude Lelouch, pour le tournage d'une publicité qui laisse Gérard Lanvin plutôt sceptique, ou encore dans À la merveille de Terrence Malick avec Ben Affleck et Olga Kurilenko qui se rendent à la merveille des merveilles, toujours vue de loin, sauf que cette fois, dans la scène suivante, une visite au cloître de l'abbaye. À la merveille. Mais encore, eh bien, les plages normandes. Alors tout d'abord, celles-ci sont évidemment liées à jamais au débarquement du 6 juin 1944, sur lequel revient, classique des classiques, Le jour le plus long, avec cette image impressionnante, la flotte de bateaux alliés que découvrent au petit matin les officiers allemands cloîtrés dans leurs bunkers. Des forces alliées qui connaîtront l'enfer sur la plage avant d'être accueillis à bras et à cœur ouvert par la population normande, et notamment ici par Bourvil. Oh, my friends, what a day, what a day! Un 6 juin 1944, sur lequel est aussi revenu, c'est connu, Steven Spielberg, dans Il faut sauver le soldat Ryan, reconstituant le débarquement de façon très réaliste, et un film qui s'ouvre par une séquence souvenir-pèlerinage au cimetière américain de Colville-sur-Mer. Mais sinon, pour enchaîner sur une touche plus légère, quelles activités peut-on faire sur les plages normandes? Eh bien, on peut ramasser des coquillages pour le repas du soir, comme Annie Girardot et Philippe Noiret dans Tendre poulet. Comment on devient flic? Moi, je pensais que votre vocation venait d'un goût certain pour le passage à tabac. On peut aussi participer à des concours de château fort à Luc-sur-Mer, dans Le mari de la coiffeuse, ou improviser des matchs de foot à Trouville, dans Attention, une femme peut en cacher une autre, ou prendre ses premiers cours de planche à voile, donnés par Pascal Grégory, à Ariel Dombal, à Julouville, dans Pauline à la plage. En arrière, alors? Oui. Ou encore s'initier au char à voile, comme Pierre Richard, sur la plage de Deauville, dans Je suis timide, mais je me soigne.
À part ça, dans un autre registre, on se rend aussi sur les plages normandes pour décompresser. Ainsi, Cyril Collard, dans Les Nuits Fauves, s'apprête à quitter l'hôpital pour rejoindre Romane Boringer sur la plage d'Oulgat, pour quelques instants à l'écart du monde, comme voler au temps et à la maladie. Toi, t'as meilleure mine que la dernière fois où je t'ai vu. Bah ouais, c'est la mer, c'est le vent. Une idée que l'on retrouve également à la fin d'Intouchable, avec Omar Sy qui accompagne François Cluzet sur la plage de Cabourg, face à l'immensité de la mer comme au bout du monde. Une plage et une mer salvatrice que l'on retrouve enfin dans Ouistreham, que réalise Emmanuel Carrère, d'après un récit de la journaliste Florence Aubenas, avec Juliette Binoche, qui partage le quotidien de femmes de ménage dans les ferries reliant Ouistreham à l'Angleterre, puis qui, une fois sur la plage, au petit matin, décide de se baigner dans l'eau froide de la Manche comme une envie irrépressible de liberté. Tu viens me nager? Quoi? T'es sérieuse, toi? Vas-y, je te regarde. Ah, vas-y, va. Complètement cinglé. Mais encore, eh bien, qui dit plage normande, dit aussi station balnéaire chic, et plus précisément l'une d'entre elles, le 21e arrondissement de Paris, Deauville. Ainsi, dans La Vérité si je mens, Richard Anconina cherche à impressionner Amira Khazar et sort le grand jeu en se rendant à Deauville en hélicoptère, rien que ça. Un cliché de Deauville chic et clinquant que résumait déjà bien Jean-Pierre Mariel avec sa verve habituelle dans Comme la lune de Joël Seria. Nous aussi on est à Deauville, comme les grosses légumes. Et ce luxe a évidemment souvent attiré de célèbres figures du crime, comme par exemple Jacques Mérine, alias Vincent Cassel, et François Besse, alias Mathieu Amalric, convoitant les recettes du casino de Deauville dans Mérine, l'ennemi public numéro 1, ou en fiction Roger Duchesne, alias Bob le Flambeur, dans le film éponyme de Jean-Pierre Melville, tellement concentré sur le jeu qu'il va en oublier son casse planifié de longue date. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Enfin, plus récemment, l'arnaque à la taxe carbone, sur laquelle revient Xavier Giannoli dans la série d'Argent et de sang, en passe par l'hippodrome de Deauville que Nils Schneider rejoint en Ferrari pour impressionner, éblouir et bientôt manipuler. Mais encore, eh bien pour changer de registre, les côtes normandes ont aussi attiré moult grands écrivains, à commencer par Guy de Maupassant, qui a passé son enfance à Étretat, ce que nous montre Michel Drac dans Guy de Maupassant, avec Claude Brasseur dans le rôle-titre, qui se remémore sa jeunesse à l'ombre des falaises. Sinon Marcel Proust, lui, est intimement lié au Grand Hôtel de Cabourg et à ces terrasses chics qu'un Proust imaginaire traverse entre passé et présent dans Le temps retrouvé de Raoul Ruiz. Et puis n'oublions pas Marguerite Duras, qui, elle, a fait de l'Hôtel des Roches Noires de Trouville son fief et où elle a écrit de nombreux romans et tourné quelques films, comme ici La femme du Gange. Il est revenu à Estala. Pourquoi? Enfin, on s'en voudrait d'oublier Françoise Sagan, indissociable de Deauville et de son casino, avec, dans le biopic Sagan de Diane Curis, avec Sylvie Testu dans le rôle-titre, ce moment incroyable et véridique où l'autrice a remporté un soir du mois d'août 1958 8 millions de francs au casino, lui permettant d'acheter ensuite une villa à Honfleur. Nous étions le 8 août 1958. Il était 8 h du matin. J'avais tout misé sur le 8 et gagné 8 millions. À partir de ce jour, il y avait un endroit sur la Terre où j'étais chez moi. Et tiens, puisque nous évoquons Honfleur, terminons ce tour d'horizon par les villes portuaires, de fait très nombreuses sur les côtes normandes, à commencer par le port de Cherbourg, que visite ici Marie Rivière, en compagnie de Rosette, dans le rayon vert d'Éric Romer. Et puis par là, c'est la Hague. Le côté qui est complètement sauvage. Mais aussi bien sûr un port et des quais, Carpente en chanson, exemple iconique, Catherine Deneuve et Nino Castelnuovo, dans Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Et si c'est un garçon? Ce sera une fille, il y a toujours eu des filles dans la famille. Mais enfin, la ville portuaire normande reste évidemment Le Havre, abondamment filmée au cinéma et qui mériterait d'ailleurs à elle seule un sujet,
une ville intimement liée à la Seconde Guerre mondiale, puisqu'en très grande partie détruite par les bombardements, ce que l'on peut voir, par exemple, dans Un homme marche dans la ville, que réalise Marcello Paglieri en 1949, et où l'on découvre une ville en ruine au lendemain de la Libération. Et depuis, la ville a donc été reconstruite, et notamment son centre-ville, la place de l'Hôtel de Ville, la rue de Paris, entièrement conçue par l'architecte Auguste Perret, et que l'on découvre ici de nuit, en ouverture de 38 témoins de Lucas Belvaux, alors qu'un meurtre vient d'être commis. Une vision du centre du Havre particulièrement anxiogène, avec ses grandes avenues de béton où s'engouffrent le vent, le froid et le silence. Un centre-ville que le cinéma a souvent décrit comme hostile, comme on peut le voir dans Le Havre d'Aki Kaurismäki, avec André Wilms, personnage marginal, mal dans son époque et mal dans sa ville, et vivant d'ailleurs hors centre, dans un quartier comme hors du temps, et un André Wilms qui va recueillir un jeune migrant, Idrissa, et finalement l'aider à traverser la Manche en organisant un concert d'un autre personnage hors temps, Roberto Piazza, alias Little Bob, figure phare du Havre. Bref, si on ajoute le hold-up de Christophe Lambert et ses comparses à la gare de Deauville-Trouville, qui va bientôt dégénérer dans Légitime violence, et l'agression d'Alain Delon par deux inconnus sur la plage de Trouville dans 3 hommes à abattre, si on ajoute la fête foraine du Tréport qui scelle l'idylle entre Félix Lefebvre et Benjamin Voisin dans Été 85, et la fête foraine du Havre qui scelle l'idylle entre Jean Gabin et Michel Morgan dans Le Quai des Brumes, ponctué par le plus célèbre des dialogues. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. On peut dire que la Normandie est au cinéma partout, surtout si l'on ajoute le phare de Gatteville, que l'on rejoint au crépuscule dans le Diva de Jean-Jacques Benex, mais aussi le pont de Tancarville, que traverse Bouli Lanners dans Réparer les vivants, et le pont de Normandie que traverse Franck Dubosc dans Disco. Oui, les côtes normandes partout, surtout que l'on n'a pas évoqué le port de Port-en-Bessin, en ouverture de la Marie du Port, ni la plage de Vatetot-sur-Mer et ses falaises, où Kevin Costner trouve un repos mérité à la fin de 3 Days to Kill, ou encore le front de mer de Granville, pour un dîner venteux entre amis, dans Nous irons tous au paradis. Et enfin le cimetière de Varangéville-sur-Mer, en proie au vent aussi, en ouverture du Retour du Grand Blond. Oui, les côtes normandes au cinéma, partout, ce qui nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. Héroïque soldat de l'ombre. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes liées de près ou de loin aux côtes normandes au cinéma, en tous les cas pour nous. François Perrin. Non, François Perrin, tu n'es pas mort pour rien. Notre numéro 5, commençons par un souvenir adolescent indélébile, Diabolomante, que Diane Curis réalise en 1977. Car si le film se déroule principalement dans le 9e arrondissement de Paris, au lycée Jules Ferry, il se termine par un départ en train, direction la Normandie, et plus précisément la plage de Saint-Aubin-sur-Mer, pour des vacances automnales tout en spleen, accompagnées par le plus beau des chanteurs, Yves Simon, et par l'une de ses plus belles chansons, Diabolomante, le Mistral gagnant des années 70. Dans tes classes de lycée, y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne. Dans tes classes de lycée, y a du sang et y a des pleurs, des premières blessures de ton cœur,
premières blessures, les premières déchirures qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus, petite âme. Notre numéro 4 est une évidence, Un singe en hiver, classique des classiques d'Henri Verneuil, d'après un roman d'Antoine Blondin, avec l'arrivée pluvieuse de Jean-Paul Belmondo en taxi à Villeurville, rebaptisé pour l'occasion Tigreville, et la rencontre tout d'abord distante avec Jean Gabin, tenancier de l'hôtel Stella. Qu'est-ce que c'est? Un client. Descends. Avant que les relations ne se réchauffent, lors d'une nuit de folie qui commence au comptoir du cabaret normand, Allez, le galop, le divin chauve. puis qui se poursuit sur la plage pour un feu d'artifice d'anthologie. Présentez tous à mon commandement. Feu! Singapour et la petite Toquinoise, la Puerta del Sol et la fête continue. Notre numéro 3 concerne le duo de comédiens, réalisateurs, chorégraphes et danseurs, Abel et Gordon, lesquels ont tourné la plupart de leurs films, aidés du cinéaste Bruno Romy, sur les côtes normandes. Ainsi, l'Iceberg, en 2005, se déroule à Barfleur et contient quelques scènes sur le port, très Aki Kaurismäki. Rumba, leur film suivant, contient également quelques scènes à la poésie surréaliste, tournées sur les falaises d'Étretat. Enfin et surtout, La Fée, qu'Abel et Gordon réalisent en 2011, se déroule entièrement au Havre, avec les quais du port, pas faciles à arpenter à vélo pour Abel, et une rue de Paris, où Gordon a bien du mal à semer vendeurs et policiers. Alors mieux vaut se réfugier sur les toits pour prendre de la hauteur et se laisser inspirer par le blues in orbit de Duke Ellington pour une chorégraphie décalée, loin, bien loin des bruits du monde.
Notre numéro 2 est L'évidence de l'évidence, un homme et une femme que réalise Claude Lelouch en 1966 avec, pour l'éternité, Jean-Louis Trintignant en voiture sur la plage de Deauville qui s'apprête à rejoindre Anouk Aimée sur les Shabada-Bada de Francis Lay, une scène tellement iconique que l'on se demande bien pourquoi elle n'est pas classée numéro 1. Enfin, notre numéro 1, Les 400 coups de François Truffaut, bien sûr, et plus particulièrement sa scène finale, l'évasion de Jean-Pierre Léaud de son camp de redressement, et sa longue, très longue course dans les bocages normands, avec au bout la plage de Villers-sur-Mer, ponctuée par un célèbre regard caméra et un célèbre arrêt sur image, une scène comme un hymne à la liberté, une porte ouverte à tous les possibles, une promesse d'avenir pour un personnage Antoine Doinel, pour un acteur Jean-Pierre Léaud et enfin pour un cinéaste François Truffaut.